Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la guerre contre les séparatistes anglophones, les régions du nord-ouest et du sud-ouest subissent de plein fouet la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Plus de 70 cas actifs recensés dans les deux régions et près de 16 personnes atteintes du Covid-19 retrouvées mortes à leur domicile ou sur le chemin de l'hôpital. Pour la seule région du nord-ouest, les autorités locales tirent la sonnette d'alarme, mais aucune mesure spéciale n'est prise pour faire face à la pandémie du coronavirus sur le théâtre de la crise anglophone. On fait le point en ouverture de ce journal. Malgré les inquiétudes et les critiques sur les risques élevés de contamination au Covid-19, le gouvernement maintient la rentrée du troisième trimestre pour le 1er juin 2020 et distribue des gels hydroalcooliques et des masques de protection destinés aux différents ministères en charge de l'éducation au Cameroun. Cela est-il suffisant? Ces mesures répondent-elles aux préoccupations posées par des syndicats et des parents d'élèves? Éléments de réponse à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Coup de projecteur sur l'insécurité qui prend de l'ampleur dans les zones reculées situées à l'extrême nord du Cameroun. Des attaques de bandes armées et groupes terroristes se multiplient. L'économie locale en prend un sérieux coup. Face à la détresse des populations, des lourdeurs administratives plombent le renforcement du déploiement sécuritaire dans des localités qui manquent cruellement de services sociaux de base. C'est un grand reportage que signent Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Village Makulaye, dans l'arrondissement de Mora, département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Un calme de cimetière règne. Les maisons sont vides, les populations ont déserté les lieux pour trouver refuge dans les montagnes. Depuis plus d'un an, le canton de Podoko Nord, qui a pour appellation aussi le village Makulaye, souffre des atrocités de la secte Boko Haram. Ce n'est plus un problème seulement de tout le département, mais Makulaye particulièrement en est victime. Nous comptons à ce jour plus de 9 morts. Et dernièrement, on a eu 3 victimes dans la même famille. Il était temps, après tout ce qui a été dit, après tous les efforts consentis, que les fils et filles de Makulaye se mobilisent. Les fils et filles Podoko disent il faut faire quelque chose, il faut aller vers l'administration, il faut crier sa souffrance. Les assaillants avaient jusque-là pour cible les hommes, mais désormais, ils s'en prennent aux femmes. Avant, les femmes pensaient que c'est juste l'affaire des hommes, puisqu'on négocie seulement les hommes et on laissait les femmes. Mais dès que les femmes ont vu que leur collègue a été abattu froidement, c'est là où les femmes ont commencé à fuir d'abord elles-mêmes vers la montagne avec les petits-enfants. Les habitants de Makulaye s'adaptent peu à peu à leur nouveau mode de vie en montagne, tout en scrutant l'horizon en cas de nouvelle attaque de Boko Haram. Aujourd'hui, comme il fait chaud, vraiment, il faut chercher les branches, les feuilles. Ceux qui en ont les moyens, ils ont leurs petits matelas. Ceux qui en ont les moyens, ils ont un peu de drap. Et c'est comme ça que les gens se protègent aujourd'hui. Bon, pour nous en sortir, bon, nous descendons quand même chaque matin. Nous partons chercher un peu d'eau, de quoi se laver, laver nos habits, laver les enfants. Et nous remontons aussi le soir avec un peu d'eau pour faire boire les petits-enfants parce qu'ils en ont besoin. Ici, l'on est convaincu que le sous-développement contribue à accentuer les souffrances des populations qui n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité, qui sont sevrées des éléments de base pour leur plein épanouissement. Nous avons pensé que nous sommes abandonnés de l'État à notre triste sort. Depuis plusieurs années, nous avons bénéficié de l'électrification rurale. Cependant, nous n'avons jamais été branchés et tous les poteaux sont tombés. L'électrification aurait dû participer à sécuriser davantage nos villages. En ce qui concerne les comités de vigilance, ils sont les moins lotis.
Les autorités locales avouent à demi-mot leur impuissance face à cette situation. Mais elles tentent tout de même de rassurer les populations et les invitent à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. J'ai déjà fait au moins 3-4 rapports. À la date du 30 mars, on savait déjà qu'en début avril, il y aura un poste à Makulaye, il y aura un poste à Kassa et un poste à Goujoumdele, plus un autre poste à Goumouldi. Ça, c'était déjà calé. Au 31 mars, on bouge le colonel qui commande le 42e. Le nouveau commandant qui arrive dit que non, lui n'a pas encore étudié le dossier. Donc, on voit un peu la faute aussi qui revient à l'administration. Voilà la difficulté que nous rencontrons sur le terrain. On ne peut pas attaquer à Podoko, à Makulaye, parce que la veille, une dame a eu 25 000, ils sont venus réclamer les 25 000. Qui leur a dit? Est-ce qu'ils sont des prophètes? On attaque à Makulaye, deuxième fois, parce que la veille, quelqu'un a eu 300 000, ils sont venus chercher 300 000. Qui leur a dit? Et on a attaqué dans cette famille, on abat 3 personnes. Mais c'est vous les complices. Depuis plusieurs années, les assaillants de la secte islamiste Boko Haram sèment la terreur dans la région de l'extrême nord. Ils pillent, brûlent, tuent à chaque incursion. C'est un nouvel appel à l'aide qui est ici lancé par des populations complètement désespérées. Au-delà de la lutte contre les séparatistes dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, il y a une autre préoccupation majeure. La pandémie du coronavirus fait rage dans ces deux régions du Cameroun. Près de 174 cas actifs ont été recensés. Pour la seule région du nord-ouest, ces derniers jours, 16 personnes sont mortes des suites du coronavirus. La majorité d'entre elles a été retrouvée mortes chez elles. D'autres sur le chemin de l'hôpital. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme, interpellant les populations sur le respect des mesures barrières. Peuvent-elles les respecter dans un contexte de crise et de guerre? On fait le point avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Le nord-ouest et le sud-ouest comptent au total 174 cas de malades atteints de coronavirus, selon le dernier pointage mardi. Dans la région du sud-ouest, les autorités sanitaires révèlent que sur les 97 cas testés positifs, la ville de Limbe enregistre le plus grand nombre de contaminés, 44. Le nombre de cas couplés à Bouya et Kumba est de 23 personnes malades et 7 dans la ville de Manfé. 22 personnes ont guéri et 5 sont décédées. La région du nord-ouest a moins de cas positifs, 77 au total. Mais les autorités sanitaires sont préoccupées car la région a enregistré plus d'une vingtaine de cas en l'espace de 2 semaines. À Bamenda, Bengui et Batibo, où des cas positifs ont été déclarés. Plusieurs personnes continuent de négliger les mesures barrières, le port du masque notamment. 16 personnes atteintes de Covid-19 sont décédées dans la région du nord-ouest. 20 sont guéries. La surveillance épidémiologique devrait être renforcée dans les 19 districts de santé de la région, annoncent les autorités. Malgré la suspension des essais cliniques sur la chloroquine au niveau de l'OMS et l'interdiction en France de l'hydroxychloroquine pour soigner la maladie à coronavirus, le Cameroun n'a pas changé son protocole thérapeutique. Le comité scientifique des urgences de santé publique continue de préconiser l'utilisation de la combinaison chloroquine-azithromycine pour la prise en charge thérapeutique des patients atteints du Covid-19. Selon une note de service signée le 26 mai 2020, le ministre de la Santé publique annonce une dotation des 10 produits à la délégation régionale de la santé pour le littoral. Ces médicaments sont destinés à la prise en charge gratuite de 800 patients internés dans les centres agréés dans la région du littoral. Je vous le disais en titre, il y a de fortes inquiétudes et des critiques sur les risques élevés de contamination Covid-19 lors de la rentrée du 3e trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Elle est prévue le 1er juin 2020. Malgré ce chapelet de critiques, le gouvernement maintient cette rentrée du 3e trimestre et au regard des difficultés de faire respecter les mesures barrières, des gels hydroalcooliques et des masques de protection ont été remis aux responsables des différents ministères en charge de l'éducation au Cameroun. C'est une initiative venant du ministère de la Recherche scientifique. Ces produits sont-ils suffisants pour répondre aux préoccupations de la communauté éducative? Élément de réponse avec Aek Cyril. Malgré les réserves formulées par certains parents d'élèves ainsi que des syndicats d'enseignants, le gouvernement est bien résolu à rouvrir les salles de classe le 1er juin prochain. Et sur les mesures prises pour préserver la santé des élèves et enseignants,
Des masques barrières et gel hydroalcoolique fabriqués par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation ont été remis aux administrations concernées par la prochaine reprise des cours. Toutes les administrations, structures et forces vives de la nation sont mobilisées tous azimuts afin de faire convenablement face à cette menace mortelle. Le président de la République, son excellence Paul Biya, nous a instruit de procéder à la remise au département ministériel en charge de l'éducation au Cameroun d'un stock de matériel barrière produit par le CNDT. Les masques et gel hydroalcoolique sont remis aux responsables du ministère de l'Éducation de base, du ministère des Enseignements secondaires et du ministère de l'Enseignement supérieur. Produits par le Comité national de développement des technologies, organisme sous tutelle MINRESI, leur fabrication, dit-on, a respecté les normes édictées par l'OMS et l'Agence nationale des normes et de la qualité ANOR. Nous avons respecté dans le cadre des gels hydroalcooliques et même la fabrication des masques, les normes nationales qui ont été édictées par le ministère en charge du développement technologique. Au total, 9000 masques barrières ont été produits à raison de 3000 par administration et 3000 flacons de gel hydroalcoolique, dont 1000 pour chaque ministère. Le MINRESI annonce pour bientôt une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de ce matériel. Au lendemain de l'appel au boycott de cette rentrée du 1er juin 2020 lancé par des syndicats, le gouvernement a choisi d'offrir plutôt au personnel des ministères de l'enseignement secondaire une formation visant à les outiller sur les méthodes de prévention contre le VIH-Sida et la maladie à coronavirus en plein milieu scolaire. Le ministre Nalova Lyonga exhorte les acteurs de la chaîne éducative à mettre tout en œuvre pour éviter que la rentrée du 3e trimestre ne se transforme en un cauchemar pour les élèves, les enseignants et les parents. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Si la reprise des cours avait lieu demain, le lycée général Leclerc serait prêt. Des assurances données par le proviseur qui a présenté au ministre des enseignements secondaires le dispositif d'accueil ainsi que les mesures qui ont été prises pour sécuriser les élèves dès lundi. Et nous aurons des bacs comme cela pour accueillir les autres. Avant cette descente sur le terrain, certains acteurs du MINESEC ont été édifiés sur la prévention de la Covid-19, mais également du VIH-Sida en milieu scolaire. Une initiative de la CAMNAFOR qui se préoccupe de la santé du fer de lance de la nation. C'est aussi le lieu pour nous, en cette veille de reprise scolaire, de revisiter même la problématique de la discipline en milieu scolaire. Les pouvoirs publics, le corps enseignant et tous les acteurs éducatifs vont faire leur part, assumeront leurs responsabilités. Mais il s'agit aussi d'interpeller les élèves parce que le non-respect des mesures barrières par leurs camarades devrait être dénoncé. Tout comportement déviant, les élèves doivent se faire aider et surtout s'entraider à assumer leurs responsabilités aussi. Au ministère de la Santé publique, l'on est conscient que la pandémie ne cesse de flamber. Faut-il pour autant mettre en veilleuse la reprise des cours, condition sine qua non, selon le gouvernement, d'une préparation acceptable des examens officiels? La réponse est non. Il n'y a pas de garantie sereine. On gère. Il faut qu'on aille à l'école. Il faut que la vie continue. Nous allons vivre avec le Covid. Nous n'avons même pas encore atteint le premier pic au Cameroun d'après les modèles mathématiques qui sont construits. Donc, on ne peut pas arrêter toutes les activités. C'est comme l'école. Les enfants sont notre fer de lance. Ils doivent continuer à aller à l'école. Nous avons besoin d'eux et donc on s'adapte. Des propos corroborés par la patronne des enseignements secondaires. Everybody, every principal, every parent, they should help their children to observe these measures. One is the fact that the children should come from home armed with their masks as well as their snacks, because no canteen will be open in any school. Le professeur Nalova Lyonga invite l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à jouer chacun sa partition afin que la reprise des cours le 1er juin ne se transforme en cauchemar pour les enfants. Une reprise qui n'est pas du goût de tout le monde et notamment des syndicats d'enseignants qui ont posé plusieurs conditions au gouvernement. Le gouvernement vient de rendre publique la liste des 3000 instituteurs recrutés à la fonction publique. 60% sont des femmes et le professeur Laurent Serge Toudingwa l'a fait savoir en journée, précisant que l'accent a été mis sur les plus expérimentés
et ceux dont l'âge est proche de 40 ans, âge limite pour faire acte de candidature. Le ministre de l'Éducation de base a annoncé la publication de la liste qui vient d'être effective. C'est la première phase d'un plan spécial de 12 000 instituteurs à recruter. Je vous propose de suivre les explications du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etoudingwa. Et à ceux qui sont beaucoup plus jeunes, dont les diplômes sont très récents, parce que nous avons tenu compte du fait qu'il y en a qui ont eu ces diplômes depuis longtemps, qui enseignent, même si ce n'est pas dans le secteur public, et qui ont plus d'expérience. Et qu'il est bon, si on avait un choix à faire entre un enseignant expérimenté et celui qui vient de sortir d'école, il est bon qu'on prenne celui qui a beaucoup plus d'expérience, parce qu'il est à même dans les régions, dans les zones où on a vraiment besoin d'enseignants, parce qu'il n'en avait pas. Il est à même de maîtriser l'environnement socio-éducatif, parce qu'il a déjà fait exemple et cours ailleurs. Les recrutements continuent avec nos partenaires. Nous allons lancer d'ici 2 mois la deuxième phase de ces recrutements. Je voudrais annoncer que tous ceux qui ont fait acte de candidature et qui se retrouvent dans notre base de données n'auront plus besoin de nous envoyer un dossier pour ces phases à venir. On pourra réexaminer leurs conditions avec la critérologie qui varie. Je donne un exemple. Nous avons dit âge limite 40 ans. Nous avons des candidats qui ont 22 ans, 24 ans, 25 ans. Ils ont encore 20 ans. Par rapport à ceux qui, cette année, ont 38, 39 ans et qui n'ont pas été recrutés. Parfois parce que le dossier n'était pas bon. Et qui auront sûrement leur chance au prochain recrutement. Dans le reste de l'actualité, Ni John Frondi fait le bilan du SDF 30 ans après l'existence de ce parti politique de l'opposition. Pour le chairman, le SDF a contribué à l'évolution des institutions et au progrès en matière de principes démocratiques respectés au Cameroun. Cela n'a pas pour autant occulté les multiples échecs enregistrés par ce parti politique durant ces 2 dernières années, notamment lors de l'élection présidentielle et les récentes élections législatives et municipales. Les points saillants du discours de John Frondi à ses militants du SDF, c'est avec Donald Brice Kamgan. What I want to tell you on this media. Ni John Frondi rappelle d'emblée les circonstances de la naissance du Social Democratic Front le 26 mai 1990. Une création du SDF motivée par une volonté d'instauration de l'égalité de chances pour tous, écrit-il à ses militants. Un lancement du parti de la balance au cours duquel 6 personnes sont tuées relate le chairman depuis les États-Unis où il est en retrait maladie en ce moment. Naissance dans la douleur de la formation politique qui a contribué depuis lors aux différents progrès au plan démocratique, au plan de l'amélioration du cadre institutionnel et à la lutte contre la corruption. Des acquis obtenus grâce à la présence de la formation politique dans les institutions, le SDF indique que les questions orales de ses députés aux membres du gouvernement ont permis de mettre en lumière les détournements de fonds publics répandus dans les sphères de l'État. Le cas de l'ancien ministre Munchipou Seydou est évoqué par le parti qui ajoute que la dénonciation de cet ancien ministre des Postes et Télécommunications, emprisonné pour détournement de fonds publics, a ensuite donné lieu au lancement de l'opération Épervier. 30 ans après sa création, le parti croit savoir que son expérience, sa détermination et sa maturité sont à utiliser par le Cameroun pour les défis auxquels il fait face. Boko Haram, la pauvreté, le coronavirus, mais surtout la crise anglophone et le tribalisme. Sur les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest, Ni John Frondi appelle le gouvernement à ouvrir un vrai dialogue et à engager la réconciliation. Le dispositif administratif et les lois sont à réformer pour faire face au repli identitaire afin d'exploiter le dense potentiel culturel du Cameroun et en faire une nation, propose le parti. Au-delà, le fédéralisme est la forme de l'État grâce à laquelle chaque citoyen peut s'intégrer dans le développement, maintient le SDF. Avec 3% de voix lors de la présidentielle de 2018, 5 députés à l'Assemblée nationale et une dizaine de mairies,
le SDF a substantiellement perdu de l'espace sur la scène politique nationale. C'est l'histoire surprenante d'une prise d'otage hors du commun. La scène se déroule dans la région de l'Ouest. Une fillette a été sauvée des griffes de ses ravisseurs. Son enlèvement avait été orchestré par sa propre mère. Objectif, contraindre le père de l'enfant résidant à l'étranger de payer une forte somme d'argent en guise de rançon. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. Agrippée à son papa, la petite Léa Njoya retrouve la chaleur familiale après plusieurs heures de captivité. L'histoire d'Estrella Chronique dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Une femme qui fait kidnapper son enfant pour exiger la rançon aux géniteurs. Les faits remontent au 19 mai dernier quand la petite Léa est enlevée au domicile familial par des ravisseurs. C'est mardi vers 17h que la mère de l'enfant m'a appelé pour me dire qu'on enlevait l'enfant. J'ai dit vous êtes où? Elle m'a dit qu'ils sont à Fumbot, au quartier compagnie. J'ai démarré la voiture, je suis arrivé là-bas. En cours de route, je les appelé pour leur demander s'ils ont signalé à la brigade. Ils ont dit oui, ils sont tentés d'aller à la brigade. C'est là où moi aussi je me suis dirigé vers la brigade. On s'est retrouvé là-bas. On est allé à la recherche de l'enfant. L'alerte est donnée. Les forces de l'ordre saisies. L'investigation des éléments de la brigade de gendarmerie de Fumbot va permettre d'interpeller les premiers suspects. Curiosité, c'est la tante de l'assiette qui est à la manœuvre. Le 19 mai 2020, nous avons, agissant sur renseignement, interpellé la nommée Choupo Adjara, auteur présumé de l'enlèvement de sa nièce, nommée Njoya Lia, âgée de 2 ans. Plus loin, la tante vendra à son tour la mèche. La génitrice de la gamine n'est pas innocente dans l'affaire. L'exploitation minutieuse de ce suspect a permis d'interpeller la nommée Moum Soneke Rianatu, qui n'est autre que la mère du bébé enlevé et qui a organisé l'enlèvement de sa propre fille dans le but d'exiger du père de l'enfant qui vit ailleurs le versement d'une forte rançon. Les recherches que nous avons faites pendant 24 heures ont permis de retrouver le bébé enlevé, bien portant, dans la résidence du nommé Mefire Maman, qui était chargé de garder en otage cette victime innocente. Une attitude qui laisse cependant pantoir les membres de la famille. Mais on est dépassé parce que on a trouvé que le problème c'est sa grande soeur, la mère de l'enfant, qui a essayé de dire à ma fille de prendre l'enfant pour aller garder et pour qu'il essaye de voir quelque chose chez son mari. La mère de l'enfant nous fait comprendre que son mari est vraiment très chiche. Depuis qu'il avait son mari, il a fait 2 enfants avec le mari. Le mari n'arrive pas à lui donner quelque chose. Donc, il voulait passer par cette police pour avoir un peu d'argent chez son mari. Bon, ça a mal tourné. On est isolé, on est dépassé. C'est un accident de la famille. On ne sait pas comment. C'est Dieu seul qui va nous essayer de nous arranger ce problème. Le département du Noun s'illustre de plus en plus par des faits insolites ces derniers mois. Au mois d'avril dernier, c'est une dizaine de cas d'enlèvement avec demande de rançon aux familles. D'autres otages ont été retrouvés malheureusement sans vie, assassinés par leurs bourreaux. C'est une nouvelle prise de la douane camerounaise. Ces éléments ont intercepté un bus de transport en commun où étaient dissimulées des canettes de bière issues de la contrebande. Plus de précisions avec Julienne Berthebissaille. Un bus de transport pas comme les autres, garé dans l'enceinte du secteur des douanes du littoral 2. Il a été intercepté dans le cadre de l'opération Halte au commerce illicite Alcomi 3, avec à bord des canettes de bière en lieu et place des passagers. Il s'agit en fait d'une information que nous avons reçue d'un aviseur et que nous avons essayé d'exploiter. L'information nous faisait état d'un bus d'une agence de la place qui arrivait avec une cargaison de bière en lieu et place des passagers. Nous avons exploité cette information-là et à l'issue de cette exploitation, nous avons réussi à mettre main sur cette importante cargaison que vous avez vue dehors là. Dissimulée sous des sièges et soutes du véhicule, cette marchandise d'un autre genre provenait de la région du Sud-Ouest. Il s'agit environ entre 1000 et 1500 palettes de bière de différentes marques, Heineken 33 et autres. La procédure contentieuse de la dite cargaison est en cours, affirment les responsables de la douane camerounaise.
la suite, justement, qui est réservée à cette saisie, c'est la procédure contentieuse qui a déjà été enclenchée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, d'un côté, le moyen de transport qui a permis à masquer la fraude en question, la contrebande en question, et de l'autre côté, ce qu'on pourrait avoir en termes de droits compromis et d'amende pour la marchandise proprement dite. En attendant une nouvelle prise de produits issus de la contrebande, l'opération Alcomi poursuit ses actions sur le terrain. Les travaux de construction de la route nationale numéro 15 Batienga-Ntui-Yoko sont loin d'être achevés. L'aménagement de la majorité des lots piétine depuis quelque temps. L'une des fautes au contrat d'une des entreprises prestataires, contrat à résilier pour incompétence technique sur le terrain. Le gouvernement rassure sur les moyens mis en œuvre afin de permettre à ce chantier d'être achevé, même si les délais ne seront plus respectés. La construction de cette route permettra de rallier le Grand Sud et le Grand Nord. Évocation avec nos reporters Marcelin Gansop et Emmanuel Job. Long de 360 km, la nationale numéro 15 qui va de Batienga à Tibati en passant par Ntui, Yoko et Lena, ambition de relier le Grand Sud au Grand Nord. Ce programme donne une troisième alternative pour relier le Sud Cameroun au Nord. Et quand vous passez par l'Est, vous faites à peu près, je peux parler de 850 km. À l'Ouest, c'est presque la même distance. Et en construisant cette axe, nous avons une économie d'à peu près 150 à 200 km, soit que l'on passe par l'Ouest, soit que l'on passe par l'Est. Donc cette axe fait à peu près 658 km par là pour arriver en Gaoundéré. Mais l'exécution des travaux en plusieurs lots, 6 au total, connaît des fortunes diverses. Le lot 1, entre Batienga et Ntui, et 4, entre Yoko et Lena, sont quasiment achevés à la satisfaction des usagers et des populations riveraines. Au niveau de la population, nous qui sommes par exemple commerçants, les gens viennent pour prendre un petit jus, un petit bière, et le coût de vie change doucement. On espère qu'avec la décentralisation qui arrive, ça va nous aider. Quant aux lots 2 et 3, il donne des mots de tête au pouvoir public, avec dans le premier cas une résiliation de contrat et dans le second un taux de réalisation qui atteint à peine les 27%. Le lot 2, vous êtes au courant que la défaillance de l'entreprise a amené le maître d'ouvrage à résilier. On a d'ailleurs lancé l'appel d'offres et je pense que la contractualisation ira vite. On l'a divisé en 2 sous-lots qui va donc de Ntui à Mankim qui faisait 96 km. Le lot 3, l'entreprise de l'Evolution est sur cet axe et ce lot 3 va de Mankim à Yoko. Les populations vont donc patienter pour voir le bitume passer sur ce tronçon, tout comme sur celui qui va de Lena à Tibati en passant par Sekbe. De part et d'autre, les travaux auraient pu s'exécuter à un rythme plus rapide. Malheureusement, certaines contraintes ne facilitent pas le travail. C'est le problème foncier. Nous avons aussi les problèmes quand vous êtes sur la zone de Lena jusqu'à Tibati, le relief qui est suffisamment accidenté, qui fait nos travaux. Nous avons aussi la forte pluviométrie. Et si je prends le cas du lot 1 ici, le niveau d'eau a augmenté d'à peu près 5 mètres. Ce qui a amené le maître d'ouvrage à changer un peu certaines dispositions techniques dans la construction de ce pont. Ce sont environ 380 milliards qui ont déjà été mobilisés par le gouvernement et ses partenaires pour la construction de 360 km de route entre Batienga et Tibati, en plus des aménagements connexes qui consistent à doter les localités traversées par le projet d'infrastructures sociales de base. On dit qu'avec la route, le développement vient, mais généralement, lorsque ce développement n'est pas accompagné, il tarde à venir. Donc c'est pour ça que généralement dans le dimensionnement des projets routiers, on songe à y associer le volet social qui doit accompagner l'infrastructure routière. Au nombre des projets à réaliser figurent les salles de classe, les centres de santé intégrés, les magasins de stockage, les points d'eau et autres hangars de marché. Certains de ces projets font déjà le bonheur des populations. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autrou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, kidnapping d'un autre genre dans le département du Noun. Vous avez suivi le récit des circonstances de l'enlèvement d'une fillette par sa propre mère en vue d'extorquer un peu d'argent au père de l'enfant.
Fort heureusement, la gendarmerie est intervenue et selon la famille de la présumée cerveau, qui est celle qui est considérée comme le cerveau de cette opération, la famille fait savoir qu'elle accuse le père de l'enfant, je reprends l'expression, d'être chiche, raison pour laquelle elle s'est lancée dans cette opération de kidnapping de sa propre fillette dans le but d'avoir un peu d'argent venant de la part du père de l'enfant. Voilà, le gouvernement persiste et signe. Les cours reprennent lundi pour ce qui est des classes d'examen. Vous avez vu les différents ministères se mobiliser. D'abord, le ministère de la Recherche scientifique qui fait savoir qu'il y a le chef de l'État qui a donné instruction pour la distribution des gels hydroalcooliques et des masques. Seulement, vous avez noté ce chiffre, 9000 masques destinés aux 3 ministères en charge de l'éducation. Cela est-il suffisant pour le nombre d'étudiants et d'élèves attendus lors de la rentrée du 3e trimestre? La réponse pourrait elle-même être évidente. Néanmoins, le ministre de l'Enseignement secondaire se veut rassurante. Elle s'est rendue au lycée Leclerc afin de s'assurer de l'effectivité des mesures barrières et autres moyens déployés pour faire respecter ces mesures barrières et garantir une rentrée sereine pour les enfants inscrits en classe d'examen. Cela, pour autant, ne permet pas de répondre aux préoccupations posées par des syndicats et certains parents d'élèves inquiets au regard des risques élevés de contamination au Covid-19. Cédric Mouffelé, il y a le lycée de Batchenga aussi. Hein. Vous nous avez présenté un reportage de Marcelin Gansop sur le lycée de Batchenga la semaine dernière. Ce lycée où presque toutes les toitures sont endommagées à la suite d'un violent orage. Jusqu'ici, rien n'a été fait pour aménager ce lycée qui s'apprête à accueillir des élèves d'ici le 1er juin. Vous le savez, c'est la petite saison des pluies déjà dans les villes du Cameroun. Le lycée de Batchenga n'échappe pas à ce climat et les enseignants et administratifs dans ce lycée étaient très d'encadrement et d'apprentissage pour les élèves et malgré le cri de détresse, très peu de choses ont changé jusqu'ici. Alors, nous avons cru que tout était comme au lycée général Leclerc. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Et qui n'en soit.